bienvenue sur Public Sénat. Allons plus loin encore ce soir, nous sommes ensemble pendant 1 heure. Voici le programme, c'est parti. Dans le grand débat, nous reviendrons donc sur la mobilisation contre la réforme des retraites. La rue veut faire plier l'exécutif à quelques heures des arbitrages d'Édouard Philippe. Mais il n'y aura pas d'annonce magique qui fera cesser les manifestations. C'est le Premier ministre en personne qui nous le dit. Ce gouvernement est-il devenu inaudible quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise ? La confiance est-elle rompue ? #ALPL si vous avez envie de réagir sur Twitter. Durant cette heure, nous irons également, et comme tous les jours, en salle des conférences pour recueillir les réactions des sénateurs et sénatrices. Et ce sera avec vous, Steve Jourdain. Oui, les socialistes, ou en tout cas une partie d'entre eux, sont dans la rue contre la réforme. Alors quel est leur plan de sortie de crise sociale ? On sera dans un instant avec Jean-Pierre Sueur. Merci Steve, à tout à l'heure. Mais d'abord notre match des idées. Il va opposer dans un instant Richard Verly à Guillaume Bigot. On va s'arrêter sur un fait d'actualité passé un peu inaperçu à cause des grèves. C'est ce sommet international à l'Elysée hier. Les chefs d'État russes et ukrainiens réunis autour d'Angela Merkel et d'Emmanuel Macron. Rendez-vous ultra sensible, diplomatie à pas de loup. Comment faire comprendre à la Russie qu'elle va trop loin sans fâcher le puissant Poutine? Avant de comprendre précisément les enjeux de cette rencontre, son résumé en images, il est signé Jonathan Dupriez. C'était leur première rencontre, Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky, le président ukrainien fraîchement élu. À leur côté, Emmanuel Macron et Angela Merkel à la manœuvre pour relancer le processus de paix dans l'est de l'Ukraine, au point mort depuis 2016. Une reprise du dialogue, unanimement saluée. J'ai l'impression, après la rencontre d'aujourd'hui, qu'il y a une bonne volonté de résoudre des questions difficiles. C'est assurément un pas important vers la désescalade de la situation dans l'est de l'Ukraine et vers un apaisement des tensions. Le sommet a envoyé plusieurs signaux positifs, comme la consolidation du cessez-le-feu dans le Donbass, ou encore un échange de prisonniers avant la fin de l'année. Nous allons contribuer, avant le 31 décembre, à la libération mutuelle des personnes détenues, selon le principe du tous contre tous. Il a été décidé de vérifier la totalité des listes et d'apporter l'accès total et inconditionnel aux représentants de la Croix-Rouge et à toutes les personnes détenues. Mais les principaux sujets de discorde persistent, notamment sur le contrôle de la frontière orientale par l'Ukraine ou le désarmement des séparatistes, des questions repoussées à un autre sommet dans 4 mois. Nous avons aussi acté, je conclurai là-dessus, un travail demandé à nos ministres des Affaires étrangères et nos conseillers diplomatiques pour les 4 mois à venir, consistant à œuvrer pour les conditions sécuritaires et politiques, entre autres en vue de l'organisation d'élections locales, avec l'objectif, d'ici 4 mois, d'avoir un nouveau sommet en format Normandie pour parachever ces travaux. L'Occident et l'Ukraine accusent Moscou de financer et d'armer les rebelles, ce que la Russie nie farouchement. La guerre entre Kiev et les séparatistes pro-russes a fait plus de 13 000 morts dans le Donbass depuis 2014. Et avec nous pour le match des idées ce soir, Richard Verly, bienvenue, correspondant Bonsoir. Permanent à Paris du quotidien suisse Le Temps. Et Guillaume Bigot, bienvenue à vous également. Merci. Vous êtes politologue et essayiste. Merci à tous les deux d'être ici. Moscou et Kiev se sont engagés à mettre en œuvre totalement, je cite, et intégralement le cessez-le-feu. Est-ce qu'on peut parler, oui ou non, d'une réussite et d'une réussite d'Emmanuel Macron, Richard Verly ? En tout cas, on peut parler de ténacité d'Emmanuel Macron. Il ne lâche pas l'affaire. On voit bien qu'il est leader en la matière, qu'il a Angela Merkel à ses côtés, mais c'est quand même lui qui le pousse. Il tient à ce format Normandie. Il vient d'annoncer qu'il y aura un autre sommet dans le même format dans 4 mois. Donc de ce point de vue-là, cette ténacité politique et diplomatique, je pense qu'elle est importante. Elle va obtenir des résultats. Pour l'instant, les résultats sont quand même timides. Pour l'instant, chacun reste sur ses positions. Mais il faut dire aussi qu'il fallait dégeler l'atmosphère entre Vladimir Poutine et le président ukrainien Zelensky. Donc on est au début d'un processus dont on peut espérer qu'il va produire des résultats. Encore une fois, bravo à Emmanuel Macron pour tenir bon et essayer d'être le moteur de ce dégel. Bravo Emmanuel Macron, Guillaume Bigot. Non, je ne crois pas. Je crois que Zelensky... Je m'en doutais un peu. C'est pas pour faire du Macron... bashing entre guillemets, mais Zelensky est pas du tout sur la même position que son prédécesseur. Et donc la situation s'était déjà un peu détendue, déréfrigérée, dégelée. En fait, l'enjeu central aujourd'hui, c'est vraiment la question des élections locales et du contrôle de la frontière orientale. C'est ça qui pose problème. Et cette question, elle n'a pas été dénouée par la rencontre au format dit de Normandie. Quant à M. Poutine, on voit très bien l'intérêt qu'il a à se prêter à ce qu'en effet est une marque de ténacité, c'est pas faux, de la part d'Emmanuel Macron. En tout cas, il y a une volonté
qui a été réitéré, au moins à 3 reprises, la Galerie des Batailles, ensuite Brégançon, et maintenant ce sommet. Donc, pourquoi il se prête à ce jeu, Poutine? Parce qu'il veut se débunkériser, en fait. Il veut créer une trouée dans le pack occidental, voilà, qui l'enserre, en fait, et qui l'encercle. Alors ça, c'est l'intérêt de Poutine, mais effectivement, y a-t-il un virage un peu pro-russe entamé par la diplomatie française depuis plusieurs mois? Je vais rappeler les faits dont vous parliez, mais je vais les rappeler en images et en détail. Des faits récents qui pourraient nous faire abonder dans ce sens. Cet été, Vladimir Poutine a effectivement été reçu au fort de Brégançon, résidence estivale du chef de l'État. Le mois suivant, lors de la conférence des ambassadeurs de France à l'étranger, le même Emmanuel Macron les invitait, je cite, à repenser le lien entre la France et la Russie. Et de la même manière, lorsque le président français parle de la mort cérébrale de l'OTAN, ne fait-il pas un appel du pied au maître du Kremlin? Je cite, « Ce sont des paroles en or, sincères et qui reflètent l'essentiel, une définition précise de l'état actuel de l'OTAN. » Ça, c'est la porte-parole de la diplomatie russe, de la diplomatie russe qui avait écrit cela sur sa page Facebook, Maria Zakharova. Est-ce que ça fait des mois qu'Emmanuel Macron fait l'œil doux à Vladimir Poutine, d'après vous? Il y a une cohérence, c'est évident, entre cette persistance sur le dossier ukrainien et sa volonté de rouvrir un dialogue constructif avec la Russie. Il est clair qu'Emmanuel Macron pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus continuer à exclure Vladimir Poutine, notamment sur les questions de sécurité, parce qu'il est de l'intérêt de la France aussi de retrouver son rôle traditionnel, disons, d'interlocuteur de Moscou. Alors, quant à ce qu'il a dit à propos de l'OTAN, ce qu'il a dit n'était pas adressé à la porte-parole de la diplomatie soviétique, c'était d'abord adressé aux alliés de la France. Mais ça a plu à la Russie. Ça a plu à la Russie. Au passage. Mais il faut reconnaître que lorsqu'il a tenu sa conférence de presse au sommet de l'OTAN, où j'étais à Londres, Emmanuel Macron a dit d'une formule: est-ce que tous les alliés aujourd'hui seraient prêts à décrire la Russie comme un ennemi? J'en doute, et je pense qu'il a raison. Tous les alliés de l'OTAN ne sont pas d'accord pour partager une position unique sur la Russie. Il y en a qui sont obsédés par la menace russe, on les connaît, les Polonais, ils ont de bonnes raisons pour ça, les Baltes, et il y en a d'autres qui sont sans doute plus sur une ligne française, à savoir que de toute manière, il faut composer avec la Russie. Guillaume Bigot. Écoutez, bien sûr qu'en diplomatie, il faut souvent avancer à pas feutrer. Il faut parfois dire une chose et penser très fort le contraire, surtout quand on veut obtenir le contraire. Donc il ne faut pas prôner une diplomatie, disons, unilatérale et à gros sabots. Néanmoins, si Macron a une intuition juste, qu'en fait, effectivement, cette mondialisation, elle ouvre quand même un boulevard à la France, parce qu'en réalité, ce qu'on a appelé le multilatéralisme a volé en éclats, que l'impérium américain est rejeté, l'impérium chinois n'est pas extrêmement populaire. Tout ça est vrai, donc il y a une position pour la France, et qui est une position assez traditionnelle, de pouvoir faire discuter ensemble et de maintenir un peu comme dans un aimant, vous voyez, il faut garder la bonne distance entre les puissances. Néanmoins, pour obtenir ce résultat, de rétablir la bonne distance, compte tenu de la manière dont la classe dirigeante colle scandaleusement les États-Unis et adhère de manière absolument servile aux intérêts américains depuis 40 ans, il faudrait quand même, à mon avis, prendre beaucoup plus de distance à l'égard de l'OTAN. Il l'a fait dans les mots, bien sûr, mais là, se rapprocher carrément de la Russie, au moins dans un premier temps, et finalement de passer par pertes et fracas un peu d'abord la question ukrainienne, parce qu'il va falloir d'une certaine façon passer à la caisse si on veut nouer une alliance solide avec la Russie, et cette alliance solide avec la Russie, je ne dis pas qu'elle est dirigée contre les États-Unis, je dis qu'elle permettrait de rééquilibrer un peu et de donner la main au jeu français. Pour l'instant, on est dans une politique très déclamatoire, on est dans le « en même temps », mais pour la Russie, ça ne change rien, et puis pour les États-Unis, ça ne change rien non plus. D'autant plus qu'on a un Trump très imprévisible, Richard Vernet. Oui, et la difficulté pour Emmanuel Macron sur tous ces dossiers, c'est la difficulté européenne. Il veut pousser l'Europe à agir, si possible pousser l'Europe à agir dans le sens de la France, mais quand il se retourne, il n'a quand même pas beaucoup d'alliés derrière lui. On a quand même vu qu'Angela Merkel, elle est un peu maussade sur ce dossier. Elle n'est sans doute pas aussi engagée que ne l'est Emmanuel Macron. Donc sa grande difficulté... Elle est suiveuse, disons. Absolument. Sa grande difficulté à lui, c'est de rompre une forme d'isolement sur ces questions en Europe, où à la fois on constate qu'il a peut-être raison sur le fond, il faut que l'Europe ait un pilier de défense autonome, que l'Europe accommode les intérêts de la Russie, mais lorsqu'il s'agit de passer à l'acte, les Européens continuent massivement de regarder plutôt du côté des États-Unis. Deuxième thème de ce match, messieurs, les législatives anticipées de jeudi au Royaume-Uni. 650 députés à élire, un nouveau gouvernement à former, et tout cela pourquoi? Pour sortir de l'impasse du Brexit. Boris Johnson joue gros, Jeremy Corbyn joue son va-tout. Qu'attendre de ce scrutin? Je vous pose la question dans un instant. D'abord, direction la salle des conférences avec Steve Jourdain, puisqu'il est aux côtés de Christian Cambon, président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées.
Oui, Christian Cambon, la politique britannique, c'est un sujet que vous connaissez bien, très bien même. Qu'est-ce que la France doit espérer des législatives de demain ? Déjà que ce psychodrame finisse et qu'on en sorte. Car on mesurera aussi combien la longueur des négociations sur le Brexit aura coûté des deux côtés de la Manche. Et donc déjà que les choses se terminent et qu'on puisse y voir clair et ouvrir une nouvelle page des relations entre la France et la Grande-Bretagne, bien sûr, et entre la Grande-Bretagne et l'Europe. Vous n'avez pas un candidat favori pour la France, du point de vue de la France ? J'essaie toujours de choisir celui qui a des chances de gagner quand je ne suis pas sûr de moi. Donc je pense effectivement que Boris Johnson a le langage le plus cohérent, car il part d'une constatation. Il y a eu un référendum en Grande-Bretagne, le référendum a conclu au Brexit. Et donc lui dit, j'applique la politique que les Britanniques souhaitent. Est-ce que la France est prête au Brexit ? Est-ce que les mesures appropriées ont été prises ? La France s'est bien préparée. Ça va avoir des conséquences, mais néanmoins, je pense qu'à la fois les Hauts-de-France, la Normandie, toutes les régions les premières impactées ont pris un certain nombre de mesures, que ce soit sur le plan des douanes, du trafic dans les ports, qui vont poser quand même quelques difficultés. Il va sûrement y avoir une période d'adaptation, mais je pense que la France, fidèle à elle-même, est prête à faire face à cette nouvelle étape de l'histoire. Et justement, qu'est-ce que la France doit dire aux futurs chefs de gouvernement britanniques ? N'oubliez pas que géographiquement, vous n'êtes quand même pas très éloigné de l'Europe et je pense que le plus tôt possible, il faut essayer de reprendre la voie de la négociation pour reconstruire une alliance forte sur le plan douanier, sur le plan commercial, sur le plan de la défense, qui est un sujet qui m'intéresse particulièrement, car un pays tout seul qui fait moins de 1% de la population mondiale, ça n'a pas grande vocation pour l'avenir. Donc une probable élection de Boris Johnson, oui. C'est un échec pour l'Union européenne, selon vous ? C'est un échec pour tout le monde. Le Brexit est un échec pour tout le monde. Ça montre que nous n'avons pas été assez convaincants et ça montre que les Anglais sont peut-être revenus à de vieux démons. Mais moi, je suis d'un naturel très optimiste et je pense que la Grande-Bretagne et la France sont deux grands pays avec une histoire lointaine et commune et que dans cette épreuve, nous allons trouver les voies et les chemins de la coopération car et cela reste des amis. Dans un rapport, vous estimez, je cite, que le Brexit sera un choc économique sans précédent. Oui, c'est un choc économique. On parle de plusieurs dizaines de milliards, 70 milliards pour les Britanniques, 40 milliards pour nous. Je dirais que par les temps que nous vivons, on n'avait pas besoin de ça. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus marcher en regardant toujours à reculons. C'est un fait, le Brexit va intervenir, les élections vont clarifier les choses car c'était quand même l'incapacité du Parlement britannique à sortir de cette affaire. Là, je crois que les électeurs britanniques auront un peu de sagesse et vont trancher le débat et qu'on va repartir pour écrire une nouvelle page. Merci Christian Cambon d'avoir répondu à mes questions. Rebecca, c'est à vous. Merci Steve. Une réaction, c'est fort ce que dit Christian Cambon, un échec pour tout le monde, Guillaume Bigot. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'était, et ça fait le lien avec le sujet juste avant, c'était la question de la mort cérébrale qu'avait évoqué le chef de l'État dans The Economist. S'il y a bien une institution qui est en mort cérébrale, c'est l'Union européenne. On peut même se demander s'il n'y a jamais eu une ventilation du cerveau. Pourquoi ? Parce que c'est une entreprise politique. Or, il n'y a pas d'armes, il n'y a pas de volonté diplomatique depuis le départ, on le sait. Il y a un traité économique, ensuite il y a une monnaie, mais cette monnaie n'a pas de budget et il n'y a pas d'accord et de volonté de stratégie de mission. Donc ça, c'est vraiment très étonnant. Donc je pense que dans ces élections en Grande-Bretagne, évidemment, le président de la Commission des Affaires étrangères a complètement raison. Boris Johnson, c'est le candidat de la certitude, c'est le candidat de la cohérence, c'est le candidat de la démocratie. Et on voit mal, on en parlait tout à l'heure avec M. Vernier, ces éléments de langage sont incroyablement rodés. On sent d'une certaine façon, avant même l'élection, ça sent un peu la gagne, si vous me permettez l'expression. Quand on joue, quand on tire à l'arc, on a quasiment mis dans la cible avant de décocher la flèche. Donc ça, il y a quelque chose comme ça. On sent qu'il a plutôt, disons, l'opinion derrière lui. Le paradoxe, c'est que même s'il remporte ces élections, ça voudrait dire quoi de remporter ces élections ? Il faut quand même qu'à l'arrivée, il ait une majorité absolue. Et l'enjeu de ce Brexit, c'est quoi ? C'est quand même le divorce entre la classe dirigeante britannique, les représentants du peuple britannique, et le peuple britannique. Le peuple britannique n'est pas unanime à vouloir le Brexit. Néanmoins, il y a une majorité assez claire qui s'est dessinée, 52%. C'est pas rien pour. Or, au sein du Parlement britannique, on voit, c'est même pas que les proportions sont inversées, c'est qu'il y a probablement dans leur fond, dans leur tréfonds, 70% ou 80%. Et même pas que les élus ou les parlementaires, Londres et le reste de la Grande-Bretagne. Et tout le problème est là. Je ne sais pas si le système représentatif et parlementaire britannique va réussir. Si la population
est vraiment derrière cette ligne Johnson. Mais ça va se manifester comment? Je vous rappelle que les parlementaires britanniques ont toujours leur liberté de parlementaire, justement. On est vraiment dans le cœur d'une contradiction entre, d'un côté, une aspiration populaire qui est marquée par le référendum, et de l'autre, le système de représentation, où on donne finalement un blanc-seing à des représentants du peuple en disant votez selon votre âme et conscience. Mais la population, elle est derrière Boris Johnson. Je vous donne juste le tout dernier sondage du Guardian, que vous connaissez sûrement, Richard Verly. Il a été publié il y a quelques jours. 43% des intentions de vote pour les conservateurs, 30% du côté du Labour de Jeremy Corbyn, et 15% pour les libéraux démocrates. Richard Verly. Oui, alors d'abord, petit rappel pour les téléspectateurs, c'est cette règle britannique, le mode de scrutin est quand même extrêmement favorable à celui qui a le vent en poupe, puisque c'est un scrutin à un tour, écrasant, où le candidat qui arrive en tête dans la circonscription est élu, même s'il n'atteint pas la majorité. Rafle la mise. Donc de ce point de vue-là, effectivement, Boris Johnson paraît bien placé, selon les sondages, pour rafler la mise. Deux éléments. La premier élément, c'est qu'il y a au fond un seul parti qui est clairement sur la ligne d'un nouveau référendum sur le Brexit, c'est le Parti libéral-démocrate. Ça, sa position est claire. Et on pourrait penser que tous ceux qui n'ont pas voulu le Brexit et qui n'en veulent toujours pas vont voter pour lui. La difficulté, c'est que ce parti n'arrive pas, vous venez de le dire, il fait 15% dans les intentions de vote. Trop petit. Personne n'arrive à penser qu'il est capable de créer une majorité, d'avoir une majorité et donc de changer les règles. C'est quand même assez démoralisant pour des électeurs d'aller voter pour un parti qui ne va pas pouvoir changer les choses. Il reste le Labour. Or, sur le Brexit, le Labour est divisé, à l'image de Jeremy Corbyn, qui n'a quand même sur ces sujets pas fait une grande prestation lors des différents débats. Et ce qui est frappant, encore une fois, le hasard faisait que le sommet de l'OTAN était à Londres, donc j'ai pu passer quelques heures à Londres, c'est que les anti-Brexit semblent avoir disparu. On se souvient quand même de ces millions de gens qui ont défilé, qui ne voulaient pas du Brexit. Ils étaient au pied de Westminster et d'ailleurs, ils ont fait une pression sur les parlementaires, ce qui a amené les parlementaires à revoir en quelque sorte la décision ou à tenter de la revoir. On a vraiment l'impression qu'aujourd'hui... Ils ont disparu parce que résignés, parce que c'est l'impression que ça donne. L'impression que ça donne est que le Brexit s'est installé aujourd'hui comme une certitude dans la tête d'une majorité d'électeurs. Et au fond, le discours de Boris Johnson qui consiste à dire « finissons-en », on peut résumer à ça, c'est un discours qui porte à un moment donné où les gens se projettent vers l'avenir et estiment que ce n'est pas la peine de replonger le pays dans les affres d'un référendum parce qu'il faudrait bien sûr revoter et qui dit vote dit nouvelle fracture au Royaume-Uni. Parce que pendant des mois, on a quand même dit ils sont en train de regretter leur vote, peut-être en train de regretter le Brexit. On a faux sur toute la ligne. C'est-à-dire qu'il y a d'abord l'habileté de Boris Johnson lui-même, avec lequel on peut être d'accord ou pas, mais il faut quand même saluer la prestation. Cet homme a eu beaucoup de nerfs et on parlait de dame de fer, mais là, il a l'air d'être en titane, ce Boris Johnson, si vous me passez l'expression. Il est vraiment très solide. Il y a son habileté, il les a quand même pris à leur propre piège. Et de l'autre côté, en face, les parlementaires, quels que soient les partis, mais enfin majoritairement des gens des Tories et des libéraux, ont très mal joué finalement. Ils avaient 48% d'opinion publique derrière eux, ce qui n'était pas rien. Et en fait, ils ont tellement piraté, torpillé, saboté, y compris pour des raisons de politicaillerie, de politique interne à leur parti, que finalement, ça a montré que la classe dirigeante, en tout cas les parlementaires britanniques, privilégiaient des enjeux électoralistes sur cette question de fond qui était pour ou contre le Brexit. Et donc, c'est ça, d'une certaine façon, ils en ont trop fait. Parce que le référendum, il date de 2016. Il n'y a pas eu d'aboutissement depuis 2019. Et donc, c'est normal, d'une certaine façon, que la grogne est montée en Grande-Bretagne. La population britannique s'est sentie lésée. Il faut qu'on en finisse. D'ailleurs, c'est ce que martèle Boris Johnson. Et enfin, le dernier argument, c'est que plus vous poussez finalement dans une direction et plus vous suscitez une réaction contraire. Donc, on a tellement essayé de forcer la main, en quelque sorte, du peuple britannique pour ne pas parler de l'attitude surréaliste, brechtienne, c'est-à-dire le peuple ne convient pas à changer de peuple de l'Union européenne. Enfin, qui a quand même été, en disant 5 minutes, monsieur le bourreau. Vous savez, dans les dessins animés, parfois, il y a ces petits personnages au-dessus du vide, ils ne se rendent pas compte qu'il y a du vide et ils mettent un certain temps avant de tomber. Oui. Mais là, c'est ça. La classe dirigeante européenne, l'Union européenne, etc., ils ont dit, on fait comme s'il n'y avait pas eu le Brexit. En fait, non, il a eu lieu, le Brexit. Oui, alors là, je ne suis pas du tout d'accord par rapport à l'Union européenne. L'Union européenne a fait ce qu'elle pouvait faire, c'est-à-dire offrir un visa. Non, pas punir. Non, c'est pas vrai. Elle a mis en face du Royaume-Uni une solidarité à 27, ce qui était déjà un exercice difficile, et elle a demandé au Royaume-Uni de prendre ses responsabilités. Le Royaume-Uni est le conjoint qui s'en va
bien qu'il prenne ses responsabilités. Ça a pris 3 ans et c'est compliqué. Mais on ne peut pas quand même reprocher à l'Union européenne d'avoir provoqué ce divorce ou d'avoir mal géré ce divorce. Non. Mais si, sur l'affaire de l'Irlande, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Sur l'affaire de l'Irlande, qui est quand même assez grave, c'est un enjeu de guerre et de paix, finalement, entre l'Irlande et l'Irlande. L'idée était quand même peut-être de dissuader les autres de partir. Sans doute, mais je rappelle qu'il y a eu un accord signé par un gouvernement britannique qui était le gouvernement de Madame May, et qu'il ne faut pas oublier, même si on l'oublie aujourd'hui, que cet accord a été torpillé par M. Boris Johnson et les siens, parce que Boris Johnson voulait arriver au pouvoir. Donc on ne peut pas oublier. Alors ça fait partie de l'habileté, ça fait partie du titane que vous disiez, mais voilà la réalité des choses. Si Boris Johnson n'avait pas joué son jeu politicien, l'accord de Mme May serait peut-être passé au Parlement britannique. Bref, on en est là où on en est aujourd'hui. La difficulté, c'est que vous mettez côte à côte dans les débats les deux figures de Boris Johnson et de Jeremy Corbyn. Boris Johnson, on peut en penser ce qu'on veut, vous l'avez très bien dit, il incarne et il parle d'avenir. Jeremy Corbyn ne fait que parler du passé. Or, au moment où vous mettez votre bulletin dans l'urne, je pense, selon les sondages, que l'avenir pourrait l'emporter. Et je voudrais qu'on prenne les dernières minutes qui nous restent, messieurs, pour le 3e thème de notre match franco-étranger. Celui-là, cela n'a échappé à personne et surtout pas à la presse étrangère. La mobilisation contre la réforme des retraites en France, les manifs et les grèves qui paralysent le pays. Comment voit-on tout cela ailleurs, en Europe et dans le monde? Les Français sont-ils vus comme des leaders qui ouvrent peut-être un chemin à suivre ou comme des contestataires réfractaires à toute réforme? Je vous pose la question après quelques réactions recueillies dans les cortèges aujourd'hui. Donc à un moment, c'est la grève, on bloque le système économique. Il y a des secteurs en grève, il y a des secteurs en reconduction, mais ce n'est pas suffisant encore. Donc il faut généraliser et encore généraliser pour que les choses soient emballées en une semaine. Du coup, je pense que c'est important de s'activer maintenant, parce que ce qu'il y a, c'est que si on laisse passer une première réforme sur les retraites, ça va être de pire en pire. Je sais que les prévisions ont prévu que les gens qui commenceront à travailler dans les années 2020 puissent travailler jusqu'à 70 ans ou presque. Et ça va continuer comme ça de pire en pire. Alors si on se bat pas maintenant, on va se laisser marcher sur les pieds. Beaucoup de détermination, Richard Verly. Comment s'est vu tout cela depuis l'étranger? Est-ce qu'on voit les Français comme peut-être, je le disais, des leaders de la contestation qui peuvent ouvrir la voie à d'autres peuples européens? Si on résume, on voit les Français d'abord comme des contestataires professionnels. C'est sans doute les meilleurs dans ce genre en Europe. Il faut le reconnaître, peut-être les meilleurs du monde. Ensuite, c'est historique. Voilà. Ensuite, un pays, alors soit impossible, soit très difficile à réformer. En tout cas, un pays auquel on ne peut pas dire on va tout mettre à plat parce que ça c'est trop anxiogène. Donc peut-être que là, Emmanuel Macron aurait mieux fait d'avoir une réforme pan par pan, en quelque sorte. Puis la troisième chose par rapport à la France, c'est l'inquiétude des violences. Alors là, je dois dire qu'il y a un changement. Ces manifestations, notamment celles de ce mardi, ont été peu violentes, se sont bien déroulées. Donc de ce point de vue-là, on est dans un cadre beaucoup moins inquiétant que ce qu'on avait pu voir pendant l'épisode des Gilets jaunes. Mais c'est vrai qu'il y a toujours cette angoisse d'une France cocotte-minute, une France qui pourrait exploser si à un moment donné, la colère se cristallise. Guillaume Bigot, ça donne une drôle d'image de notre pays, c'est vrai ? Alors bon, on est un peu patriote sur les bords et même au milieu, donc on ne va pas avoir tellement de distance ou d'objectivité pour traiter cette question. C'est l'embêteuse du monde, disait Jean Giraudoux, donc il y a quelque chose comme ça, c'est un poil à gratter mondial. Mais tant mieux ou tant pis pour elle porte les autres populations? C'est tant mieux si on arrivait, parce que normalement il y a la thèse, il y a l'antithèse et normalement il y a la synthèse. On n'en est pas à la synthèse. On a une thèse et une antithèse. On a finalement des gens qui ne veulent pas de changement et des gens qui veulent adapter la France finalement à la mondialisation. Le paradoxe qui est terrible, c'est que cette adaptation à la mondialisation, ça vient au moment où les auteurs eux-mêmes de la mondialisation, d'abord les États-Unis d'Amérique, sortent de la mondialisation. Eux-mêmes, ils commencent à stopper la mondialisation, ils passent à autre chose. Et nous, on a un train de retard, c'est-à-dire que notre élite, elle dit, bon, adaptez-vous à la mondialisation, mais à quelle mondialisation? Celle de Thatcher et de Reagan ou celle de Trump et de Xi Jinping? On n'est plus du tout dans la même mondialisation. C'est ça le problème. On a des acteurs économiques comme Huawei. Il n'y a plus un seul modèle. Il y en a... Il y a surtout il y a un grand retour de la politique, il y a un grand retour de l'État. Enfin, écoutez, si les gens ne comprennent pas que Huawei, c'est l'État chinois et que quand vous jouez aux échecs avec quelqu'un qui peut voir ce qu'il y a dans votre tête et qui peut prévoir les coups à l'avance, vous ne jouez pas vraiment aux échecs. Donc cette fable de la compétition, de la concurrence plutôt, de la concurrence mondiale, c'est une fable. On voit bien que la politique, le politique, pour ne pas dire le politique et le militaire, domine et domine de plus en plus dans le monde. Disons que la séquence 1980-81
la grande libéralisation jusqu'à une date récente, cette séquence-là est terminée. On est dans une autre histoire. Or, ce qui est assez frappant en France, c'est qu'il y a, donc je répète, les gens qui ne veulent pas de ce changement qu'on leur propose, qui est de l'adaptation à la mondialisation, et il y a de l'autre côté des gens qui veulent adapter à la mondialisation. Mais il n'y a pas de synthèse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une voix française qui pourrait effectivement être intéressante. Il ne s'agit pas de revenir à la CGT et pas non plus de faire des fonds de pension. Il y aurait quelque chose à inventer. Mais cette invention, elle n'est pas encore venue. Mais elle conteste, cette France. Elle a un message, cette France. Elle conteste. C'est peut-être en soi le message, d'ailleurs. Oui, mais cette contestation ne suffit pas pour devenir, d'une certaine façon, entraînante pour le monde entier. D'abord, elle ne suffit pas pour être entraînante pour nous. Parce que tout le monde sait, comme le grec disait, qu'on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Donc personne ne croit qu'on va arriver à maintenir des positions qui sont effectivement mises en cause par la mondialisation. On ne fait pas allusion seulement aux régimes spéciaux, mais il y a tout un système social à repenser en quelque sorte. Et cet effet reboot, cet effet reset, il n'a pas encore été pensé. Les Gilets jaunes ont inspiré le reste du monde, non, Richard Verly ? Clairement, ils ont montré qu'il y avait une rébellion en France. Moi, je vais même plus loin que la contestation. Il y avait une rébellion. Absolument. Et que cette rébellion, elle doit être entendue. On doit en faire quelque chose. La difficulté, c'est que quand vous... Vu de l'étranger, d'une part, la France n'apparaît quand même pas comme un modèle économique. Autrement dit, on a l'impression, beaucoup de gens ont l'impression que la France ne va pas si bien. Donc, par conséquent, si le pays ne va pas si bien, ça veut dire peut-être que son élite en est aussi responsable de ces difficultés. Et puis, la deuxième chose, c'est que le front du refus actuel, le front qui refuse la réforme de la retraite, ce sont des syndicats dont on sait que leur représentativité est très faible. Et ça, c'est un problème, parce que quand vous regardez de l'étranger, vous dites finalement qui manifeste, qui est dans la rue, ce sont les employés du secteur public déjà protégés. Donc, quelque part, c'est mauvais pour le message que la France adresse à l'extérieur. S'il y avait une vraie convergence des colères et qu'on voyait, par exemple, les salariés du privé se joindre en masse au défilé, là, sans doute, le message universel serait plus fort. Et pour info, je vous donne quand même les chiffres du jour qui ont été publiés en toute fin d'après-midi. Près de 900 000 personnes dans les rues françaises selon les syndicats, donc dans toute la France, et 339 000 manifestants selon le ministère de l'Intérieur. Donc c'est pas effectivement très massif et vu de l'étranger, ça peut être intéressant. Merci en tout cas, merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à ce match des idées. Dans un instant, notre grand débat consacré évidemment à cette mobilisation contre la réforme des retraites, tant contestée. Mais d'abord, on va passer voir Alice Bardot qui se trouve en salle des conférences du Sénat. Alice, on revient avec vous sur ce vote de l'après-midi au Sénat, le vote du budget 2020. Ça y est, oui Rebecca, après presque 3 semaines de débat, le budget 2020 a été adopté par le Sénat dans une version donc très largement modifiée avec 185 voix pour, 94 contre et 67 abstentions. Alors avant le vote, un sénateur par groupe politique s'est exprimé à la tribune de l'hémicycle, l'occasion pour eux de faire le point après des échanges souvent tendus avec le gouvernement. Pour rappel, le Sénat a rejeté 5 budgets, ceux de la justice, de l'agriculture, de la sécurité, de l'immigration ou encore de l'écologie. Tout à l'heure, certains sénateurs de droite comme de gauche ont été particulièrement offensifs, dénonçant notamment le renoncement du gouvernement à faire des économies, mais également ses rétro-pédalages ou encore son manque de considération vis-à-vis des parlementaires, comme l'a souligné le socialiste Claude Raynal. Une alliance gauche-droite remarquée également lors de l'examen du texte, comme l'a relevé il y a quelques instants le rapporteur de ce budget, Albéric de Montgolfier. On l'écoute. Si vous regardez les votes, vous verrez que ce ne sont pas simplement les votes d'une majorité, ce sont les votes du Sénat et parfois, je le disais, à l'unanimité ou à la quasi-unanimité. Vous devriez, j'espère, Monsieur le Ministre, et le gouvernement devrait y voir un signal, parce que comme on l'a voulu l'année dernière, je pense qu'il y aurait lieu dans ce cas-là d'écouter le Sénat et la France s'en porterait mieux. Autre sujet qui rassemble la droite et la gauche de l'hémicycle contre le gouvernement, la réforme des retraites. Les sénateurs n'ont pas manqué de faire le lien entre la politique menée par le gouvernement qui illustre ce projet de loi de finances et l'actualité. On écoute à ce propos le sénateur communiste Éric Bocquet. Quel singulier télescopage entre ce jour du vote du projet de loi de finances au Sénat et les innombrables rassemblements et manifestations qui se déroulent en ce moment même dans notre pays pour la défense de notre système de retraite par répartition.
Ces journées de mobilisation font suite à l'année ininterrompue de manifestations au cours de lesquelles nos concitoyens réclamaient plus de justice sociale, plus de justice fiscale, en un mot, les moyens de mener une vie décente dans cette société. Vous l'aurez donc compris, ce projet de loi de finances a été l'occasion pour les sénateurs, dans leur grande majorité, de faire bloc contre le gouvernement. Merci beaucoup Alice. Alice Bardot en direct de la salle des conférences du Sénat. LPL continue avec notre grand débat. On va prendre le temps d'analyser cette nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Je vous répète les chiffres. 339 000 manifestants selon le ministère de l'Intérieur, près de 900 000 dans toute la France selon les syndicats. On va s'arrêter sur les dernières pistes qui nous donnent une petite idée de ce que va annoncer Édouard Philippe demain. Pas d'annonce magique, dit-il, pas qu'il puisse en tout cas faire cesser les manifestations. Pourquoi ? Cet exécutif a-t-il perdu la confiance des Français ou n'a-t-il rien de très fort à annoncer ? On va prendre le temps de se poser toutes ces questions avec nos invités dans un instant. D'abord le point avec Sandra Cerquera. L'objectif du gouvernement est bien de tenir le cap tout en déminant. L'un des premiers gestes serait de renoncer à une réforme financière dans l'immédiat. Ce qui serait clairement une main tendue à la CFDT, qui ne veut pas en entendre parler. Et ce, malgré le Conseil d'orientation des retraites, qui juge que le déficit du régime serait de 10 milliards d'euros en 2025. L'objectif d'équilibre des comptes ne serait plus un préalable à la réforme, plus d'économies au forceps imposées dès 2021. Je note une demande forte de garantie des droits qui auront été constitués avant la réforme. Il y a aussi une demande forte de garantie de la valeur du point après l'entrée en vigueur du nouveau système. La réforme pourrait aussi être décalée à la génération née en 1975 qui partirait à la retraite aux alentours de 2035 et non plus la génération de 1963 comme prévu au départ. Il y aura, je pense, des concessions. Je serai attentif pour ma part aux concessions concernant ce qu'on appelle aujourd'hui les régimes spécifiques. Je crois vraiment qu'un régime universel n'est pas un régime nécessairement uniforme. Donc j'attends certains régimes spécifiques pour certaines catégories de métiers. La réforme se ferait donc sur 10 années supplémentaires, le temps de faire converger en douceur les régimes spéciaux dans le régime général, et puis de commencer aussi à revaloriser certains salaires dans la fonction publique, notamment ceux des professeurs ou des policiers, pour leur faire accepter cette réforme. C'est le plan, ça va ? Et avec nous pour le grand débat de LPL, Florent Vadillo qui arrive tout juste. Bonsoir. Président du think tank L'Hétairie, co-auteur de Les espions de l'Élysée. Je vais vous laisser reprendre votre souffle, ne vous inquiétez pas. Thierry Fabre, bienvenue. Bonsoir. Rédacteur en chef à Challenge. Nicolas Tenzer, bienvenue. Président fondateur du Centre d'études et de réflexion pour l'action politique, directeur de la revue Le Banquet. Et François Moreau, bienvenue à vous également, président de la société de conseil LHH Altedia, qui fait du conseil en ressources humaines. Merci à tous les quatre d'être ici. Je voudrais d'abord vous faire réagir aux toutes dernières déclarations d'Édouard Philippe qui ont fuité après un rendez-vous à huis clos avec des députés marcheurs. Ce n'est pas parce que je fais un discours que les manifestations vont cesser. Il n'y a pas d'annonce magique. Thierry Fabre, est-ce qu'il a raison ? Est-ce que, quoi qu'il annonce, les manifs ne s'arrêteront pas ? Et qu'est-ce que ça veut dire finalement ? C'est le bras de fer en ce moment avec les syndicats qui ne veulent pas de cette réforme, CGT et FO notamment, qui sont partis en guerre contre la réforme sur le principe même. Il suffit d'écouter M. Martinez qui passe un peu en boucle en ce moment dans les médias. Sur le fond, il ne veut même pas discuter de la retraite par points. Il veut la retirer. Voilà, donc c'est la bagarre. Et comme pour l'instant, le gouvernement a décidé de la présenter tout de même, mais ça va être le bras de fer, parce qu'on peut imaginer, certains conseillent à Emmanuel Macron de retirer cette réforme, parce que l'opposition est trop forte. Vous imaginez bien que la retirer, il arrête son quinquennat, c'est terminé. C'est comme s'il démissionnait, c'est pareil. Tout à fait, donc il a construit son quinquennat sur la réforme, il a beaucoup réformé pendant 2 ans et demi, là c'est la plus importante et la plus difficile, et donc s'il la retire, il arrête tout. Donc ça va être le bras de fer, et Édouard Philippe nous a un peu anticipé. Demain, il va présenter des aménagements pour faire passer cette réforme, mais sur le fond, elle est maintenue, donc le bras de fer va continuer. Donc il fait preuve de lucidité, Florent Vadillo ? Oui, au demeurant, et de constance. Lucidité et constance. Édouard Philippe n'a pour l'instant jamais été l'homme des concessions.
Il n'a jamais été celui qui annonçait ni les mesures catégorielles, ni des revirements. Il était plutôt droit dans ses bottes, pour reprendre l'expression de son mentor en politique. Donc c'est toujours le président de la République qui, sur la crise des Gilets jaunes ou sur d'autres aspects, est intervenu pour éventuellement amodier un texte, amodier une réforme, ou, dans le cadre des Gilets jaunes, plutôt donner des mesures catégorielles. Donc Édouard Philippe, il est en fait très lucide et très constant. Et au demeurant, il est arrimé à sa majorité électorale, en tout cas à son cœur de cible et électoral et son cœur de cible parlementaire. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être celui qui, sur cette réforme-là, surtout avec le précédent de 95, mais sur cette réforme qui est une réforme plutôt à droite, si on prend les catégories de l'Ancien Monde, mais qui, à mon avis, subsistent. Donc il ne peut pas, parce que sinon, il perd son rôle de leader de la majorité du pôle de droite, et surtout, l'électorat d'Emmanuel Macron ne le lui pardonnerait pas, parce qu'on le voit de plus en plus, cette réforme est un marqueur, et se joue en fait la question de savoir si l'électorat de droite est définitivement arrimé à LREM. Frédéric Moreau, ce qu'on peut aussi comprendre, c'est que ça veut dire qu'il ne lâchera rien de si fort qui puisse convaincre les manifestants de rentrer chez eux. Je pense qu'on est dans une course de fond, on est dans un marathon, donc il y a ces annonces demain. Est-ce que finalement le Premier ministre va clairement avoir une position sur systémique versus paramétrique, premier élément? Est-ce qu'il va tendre la main à la CFDT, qui est quand même aujourd'hui, qui peut être un élément de l'équation, ou au contraire, il va rester sur, et c'était ces termes d'ailleurs, on parlait d'architecture de la réforme, et puis se donner le temps de continuer à discuter, et notamment avec ceux qui peuvent s'asseoir autour de la table. Donc ça va être extrêmement intéressant de savoir si c'est que des annonces, ou s'il rentre et il prend un parti pris, qui pourrait être notamment celui du bras tendu auprès de la CFDT. Et étonnamment, il voit les choses de manière assez positive, si l'on se fie à ces paroles qui ont fuité de ce rendez-vous avec les députés marcheurs. Je vous en lis encore un court extrait. « Le seul intérêt de notre vocation, dit-il, c'est de vivre des moments comme ça. Nous avons là la possibilité d'améliorer un des éléments essentiels du pacte social. C'est assez extraordinaire. » Vous trouvez que c'est extraordinaire, Nicolas? Je pense que ce qui est assez extraordinaire d'une certaine manière, c'est qu'aujourd'hui, personne n'est satisfait véritablement, à part quelques régimes très privilégiés d'une certaine manière, avec le système tel qu'il est. On a besoin de faire cette réforme. Enfin, en tout cas, une réforme. Est-ce que c'est exactement celle-là? On peut bien sûr en discuter. Mais en tout cas, le système tel qu'il est absolument intenable à un horizon 2025-2035. Reculer une réforme alors qu'on va avoir au cours des 20 ou 30 prochaines années qui viennent beaucoup plus d'entrées de personnes dans les systèmes de retraite, on sait qu'il faudra passer par là. Alors après, est-ce qu'il faut aujourd'hui maintenir la réforme telle qu'elle est? Probablement pas. Sans doute faut-il apporter un certain nombre de garanties et surtout un certain nombre de, disons, de réassurances ou de rassurances pour un certain nombre de catégories, notamment par exemple sur l'indexation du point, si on passe par une retraite. Oui, on y viendra. Qui est un des éléments absolument fondamentaux. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une forme de défiance pour une raison très simple, c'est qu'il y a eu une non-revalorisation des retraites et ça, de l'indexation, enfin des précédentes retraites, et donc du coup ça a jeté une forme de trouble, et qu'il y a des catégories, on cite par exemple les enseignants, qui aujourd'hui effectivement risquent de perdre beaucoup avec cette réforme. Mais ça, on a l'impression que le gouvernement l'a un peu découvert. Voilà, et donc la pression de la contestation. Ce qui est vrai, c'est que la phase en fait de concertation qui a été menée de manière quand même extrêmement sérieuse et approfondie par Jean-Paul Delevoye, effectivement, assez curieusement, on n'a pas vu un certain nombre de points de friction majeurs, parce qu'il était dans cette logique de l'unité et de cette suppression des 42 régimes particuliers, qui, telle qu'elle est aujourd'hui, effectivement, paraît les gens, une fois qu'ils font quelques billes, ils font vite le calcul. Paraît extraordinairement compliqué, parce que les exceptions, on sait qu'il y a des exceptions, on en a déjà d'ailleurs qui sont institutionnalisées, qu'on ne va pas changer. Je prends un exemple très simple, les militaires par exemple. On ne va pas demander aux militaires d'avoir une carrière jusqu'à 64 ans ou 67 ans. C'est absolument impossible. Donc il faudra imaginer autre chose, et je crois qu'il faudra discuter catégorie par catégorie pour essayer de faire rentrer les gens dans un système, mais probablement un système beaucoup plus souple que ce qui a été prévu. Florent Badillot. Je crois que les propos d'Édouard Philippe, ils sont assez marquants parce qu'ils révèlent un Premier ministre heureux. Il y a deux de vos collègues qui avaient écrit un livre de témoignages qui était L'enfer de Matignon, dont on voyait les premiers ministres qui sortaient essorés. Moi, ce qui m'interpelle depuis 2017, c'est que Édouard Philippe est un Premier ministre heureux. Il est
il perd des arbitrages, mais in fine, il se rétablit toujours sur ses deux jambes, puisque c'est lui qui gagne sur le long terme. Il a une relation avec le président de la République qui est une relation plutôt apaisée, et il a un vrai amour pour la chose publique. Et au demeurant, il conduit une politique qu'il aurait conduit, y compris sous un autre président. Donc, je crois vraiment qu'il faudra, après Édouard Philippe, peut-être écrire le paradis ou le purgatoire de Matignon. On verra. Et je rajoute cette phrase avant de vous donner la parole, Thierry Fabre. Voilà ce qu'il conseille aux marcheurs. Il faut qu'on ait le ton qui va bien, celui d'une grande détermination, très tranquille, et celui du respect des parcours individuels. Je ne partage pas votre appréciation d'Édouard Philippe parce qu'il est aujourd'hui un petit peu dans le pétrin pour vendre sa réforme. Il s'y est mis un peu lui-même parce que cette réforme sur le papier, la refonte de notre système, beaucoup la soutiennent parce qu'elle a un côté équitable. Le problème, c'est que Édouard Philippe et également les ministres de Bercy, ces derniers mois, ont dit en même temps, il faut aussi qu'on fasse des économies. Et vous avez tout un tas de ballons d'essai qui ont été sortis pour dire oui, mais il faudra un âge pivot pour partir plus tard. Oui, mais il faudra... Donc un débat s'est installé sur les économies dans cette réforme, ce qui a pollué le débat. S'il y a beaucoup d'opposition, c'est que les gens ne croient pas à la réforme systémique, sympathique, on va être tous égaux. Ils se disent ça va être une occasion pour le gouvernement de faire des économies. Et demain, normalement, Édouard Philippe devrait annoncer un recul par rapport à ses ambitions sur les économies. On voit bien que ça a circulé ces derniers jours, c'est-à-dire que le gouvernement renoncerait à cet équilibre en 2025 sur les retraites, donc en disant on gère ça plus tard, parce qu'ils ont bien compris qu'ils ont pollué le débat. Et vous avez vu la tribune de 4 économistes qui est sortie dans Le Monde, qui sont un peu les architectes de cette réforme, qui ne sont pas contents du tout. Ils sont pro-Emmanuel Macron, ils ont fait son programme, mais ils ont trouvé qu'il y a eu une dérive droitière. Ils ont parlé de manque de clarté. Pour convaincre, le gouvernement doit sans délai y remédier. Mais ça, c'est un peu à cause d'Édouard Philippe et de ses amis de Bercy, les ministres de droite, qui, eux, voient la retraite comme une façon de faire des économies sur les dépenses publiques. Tribune, l'alerte des économistes proches de Macron, Aguillon, Bozio, Martin et Pisani-Ferry, qui ont inspiré le candidat Macron. Donc je pense que, contrairement à ce que vous dites, Édouard Philippe s'est mis un peu dans la nasse en mélangeant les deux aspects de cette réforme. Maintenant, il va falloir en sortir. Alors, il a gagné les arbitrages. Il a gagné les arbitrages, puisqu'aujourd'hui, vous voyez bien que le premier cercle des macronistes, aujourd'hui, s'oppose à Édouard Philippe avec une ancienne qui est de dire mais c'est le Premier ministre qui travestit les réformes du quinquennat. Et d'ailleurs, ça a été le discours sur à peu près toutes les réformes, et il a survécu à toutes les réformes. Il se sort toujours de la nasse. Enfin, on verra pour celle-là, c'est-à-dire que c'est pas évident. François Moreau. Deux choses. D'abord, ça a été dit, on a un gouvernement de réforme qui pour l'instant, connaît un succès. Je pense notamment aux réformes du marché du travail, où beaucoup de gouvernements s'y étaient collés avec les échecs qu'on a connus, retentissants. Donc là, il part quand même d'un gouvernement qui fait des réformes et qui va jusqu'au bout de ces réformes. Ensuite, par rapport à ce qui doit éventuellement être annoncé demain et qui lui permettrait de sortir par le haut. La première, c'est en effet peut-être clarifier le débat, c'est-à-dire qu'il y a eu la justice sociale et puis ensuite on a parlé d'économie. Peut-être revenir sur le sujet de la justice sociale, qui est quand même un élément fondamental, notamment pour ceux qui n'ont pas de retraite en France. Ce discours va même susciter de nouvelles questions, a-t-il dit à ses députés marcheurs, en parlant de son intervention de demain. Ça va susciter de nouvelles questions. Bien sûr, mais parce que aussi on a, et ça a été dit, mais et je pense que le gouvernement a y ajouté peut-être aussi des maladresses et du flou. C'est quand même un système éminemment complexe. Bien sûr. Et ensuite, il y a la possibilité de jouer sur le paritarisme. Et le dernier point, c'est quand même d'avoir un système qui tient compte des carrières longues et de la pénibilité. Donc, moi, je suis assez confiant sur le fait que voilà, ils puissent sortir par le haut de ces mouvements. Alors, dans la série des petites phrases lâchées par l'exécutif, il y a aussi celle d'Emmanuel Macron, hier soir, en pleine conférence de presse sur le sommet Russie-Ukraine. Écoutez. Chacun autour de la table sait ce qu'est une réforme indispensable à son pays et ce qu'elle implique d'être menée. Ça relève de l'action du gouvernement et des annonces qui seront faites demain. Réforme indispensable au pays, qu'en pense Jean-Pierre Sueur? Le sénateur socialiste est en salle des conférences avec vous, Steve Jourdain. Oui, Jean-Pierre Sueur, Emmanuel Macron estime qu'il s'agit d'une réforme indispensable. Vous partagez son avis? Oui, c'est une réforme nécessaire. Mais je pense que c'est très mal parti. Pourquoi? Parce que ça fait presque 2 ans qu'on en parle. Et on en parle tellement dans la sphère gouvernementale qu'on n'y comprend plus rien. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a eu tellement de choses de dites et tellement de choses contradictoires
qu'on ne sait pas finalement ce que serait cette réforme. On ne le sait pas. Quelle est justement la contre-proposition des socialistes sur la question? Écoutez, je pense que les réformes sont nécessaires et que la réforme des retraites est nécessaire. Mais une réforme ne peut passer dans ce pays que si d'abord elle est juste. Or, tout ce que l'on sait, ce que l'on présume de cette réforme qui n'est pas encore définie... On en saura plus demain. J'espère. C'est que cela ne sera pas juste ou n'instaurera pas une justice. En tout cas, on n'a pas ce sentiment-là. Alors, qu'est-ce que vous dites aux leaders syndicaux aujourd'hui? Il faut savoir terminer une grève? Non, je ne dis pas cela. Non. D'abord, les leaders syndicaux, vous savez, ils sont responsables et c'est eux qui décident de mener des actions. Ce n'est pas les politiques qui leur donnent des instructions. On a pu penser cela ici ou là dans le passé, mais ce n'est plus du tout d'actualité. Non, je pense que pour qu'une réforme passe, il faut qu'elle soit juste. Il faut aussi qu'on puisse la comprendre. Et il faut qu'elle soit progressive. Voyez-vous, j'ai regardé ce qui avait été fait par Pierre Laroque, par Pierre Ségel, Marcel Legras, ceux qui ont finalement mis en forme la création de la sécurité sociale et ce qui a suivi la résistance, la mise en œuvre des retraites. On a mis en place un système qui avait une vocation universelle générale. Alors il faut rien changer aujourd'hui. Tout en prenant en compte la réalité de régimes spéciaux et la réalité de mutuelles qui s'étaient mises en place. Et il y a eu un système progressif qui s'est instauré dans un véritable dialogue avec les organisations syndicales. Donc, eh bien, regardez, aujourd'hui. Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est le contraire. Premièrement, on a le sentiment que ce n'est pas juste. Deuxièmement, on ne comprend pas la réforme. Troisièmement, le dialogue, il est très difficile avec les organisations syndicales. Et il n'y a pas de progressivité, d'étape, de compréhension. On va vers quoi, comment et comment on fait en sorte que ce soit juste. Tout cela, ce n'est pas clair. Merci Jean-Pierre Sueur d'avoir répondu à nos questions. C'est à vous Rebecca. Merci beaucoup Steve. Une réaction de Nicolas Tenzer? Je pense qu'il y a un certain nombre d'éléments qui sont assez exacts pointés par Jean-Pierre Sueur. D'abord, la première chose, c'est à quel moment effectivement cette réforme est faite. Elle est faite après 2 ans et demi de quinquennat, alors que la réforme du marché du travail qui est passée avait été faite au début. Et on se demande pourquoi il a fallu tout ce temps. Deuxièmement, il y a eu un temps, peut-être nécessaire malgré tout, qui était un temps de concertation. Mais comme souvent, les gouvernements, il y a eu beaucoup de précédents sous différents gouvernements par le passé, confondent la phase de concertation avec la phase de négociation. Et dans l'esprit des partenaires sociaux, ce n'est pas du tout la même chose. Et ça, je crois que c'est très important. Troisièmement, on ne fait pas uniquement une réforme sous la contrainte. Je rejoins l'argument sur le budget, qui a torpillé, d'ailleurs, cet argument budgétaire a torpillé beaucoup d'autres réformes, là aussi, par le passé, parce que ça a entraîné une incompréhension, un brouillage des objectifs. On ne fait pas uniquement une réforme sous la contrainte. Il faut une réforme aussi pour faire avancer. Et il faut qu'il y ait un donnant-donnant. C'est-à-dire que ce ne sont pas toujours les mêmes catégories qui vous doivent avoir le sentiment de perdre ou de gagner. Il faut qu'il y ait cet équilibre. Et aujourd'hui, cette espèce d'équilibre entre les différents éléments, non seulement de cette réforme, mais des réformes en général, ne sont pas posés clairement dans le pays. Et je crois que ça, c'est un problème tout à fait sérieux. Et puis, quatrièmement, il y a bien sûr, tout le monde le sait, évidemment, les couacs gouvernementaux, les annonces dans tous les sens, et la cacophonie. Et aujourd'hui, effectivement, personne ne sait ce que sera cette réforme. Un petit bémol, la réforme des retraites, c'est la plus difficile. Nos amis suédois qui ont mis en place un système à points ont mis 10 ans à la mettre en place. Donc, on peut se dire, il a tardé à la mettre, mais de l'autre côté... Vous diriez qu'on est tous un peu trop pressés? C'est ça, on est trop pressés. Donc, il faut 10 ans en Suède, nous, on veut la faire finalement relativement vite. Sauf qu'une fois qu'on a dit ça, et qu'on voit ce qui a été fait depuis le début avec M. Delevoye, on peut dire qu'on a perdu du temps. Parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de concertations, de discussions, mais quand on voit les questions qui se posent autour de cette réforme aujourd'hui et auxquelles le gouvernement n'apporte pas de réponse, on se demande mais qu'est-ce qu'ils ont fait pendant 2 ans? Et vous parliez de la réforme marché du travail. Effectivement, elle a été rondement menée en début de quinquennat, mais elle a été menée sur des rails, et donc ça s'est relativement bien passé, elle avait été bien préparée. Les réformes, elle a été préparée. Non, mais on voit bien la différence des deux. Celle-là, la réforme des retraites, même si elle est la plus difficile, on peut dire que c'est un modèle
modèle d'impréparation. Et le constat dans tout ça, on le voit bien, c'est comment ils ont perdu la bataille de la communication. C'est extraordinaire. C'est-à-dire quand on voit les études d'économistes qui vous disent tel que le projet de Delevoye, ça peut favoriser les bas salaires et ça favoriserait les femmes. Enfin, il y a déjà des choses précises qui montrent qu'elle peut être assez équitable. Mais face à ça, on ne l'entend pas. On entend plutôt toutes les critiques syndicales qui vous disent que c'est la pire des réformes. Pourtant, ils font beaucoup dans les médias. Hein. Ils font beaucoup de pédagogie. Mais alors, ça n'imprime pas. C'est-à-dire que oui, mais alors, la question, c'est même beaucoup plus général de communication. Voilà, c'est-à-dire, on voit bien que qui puisse porter effectivement cette communication dans l'exécutif. C'est peut-être un problème de fond. C'est peut-être un problème de fond parce qu'ils y sont dans les médias. Ils y sont, mais alors, ils sont visiblement pas bien préparés, pas bien briefés, parce que les études d'économistes, d'où on en parle à Challenge, par exemple, l'Institut des politiques publiques, spécialiste des retraites, qui a regardé à quel point les bas revenus, à quel point les femmes allaient bénéficier de cette réforme telle qu'on connaît le projet de Delevoye. Donc c'est absolument pas relayé par le clan de la Macronie. Donc on se demande, on a l'impression qu'ils vont à la guerre mais sans armes. Depuis le début du quinquennat, on voit qu'il y a quand même un grand amateurisme dans la manière de gérer les affaires de l'État. Et je pense que beaucoup a été posé dès le début du quinquennat, la réduction des cabinets ministériels, un rythme échevelé, une absence de dialogue social, une absence de visibilité sur les réformes à venir et une absence d'association de la majorité parlementaire avec le gouvernement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le Parlement est obligé de défendre une réforme sur laquelle il n'a absolument pas eu d'informations auparavant parce qu'il y a une dynamique extrêmement exécutive. Mais la grande chance du gouvernement, moi je pense qu'on pourra tout mettre sur les erreurs de communication, mais il y a quand même aussi un problème de fond, c'est que cette retraite, elle n'est pas fondamentalement ni équitable ni juste, mais on pourrait débattre de longues heures. Mais la grande chance du gouvernement, c'est qu'il n'y a pas de contre-modèle. Et on le voit dans ce que dit Jean-Pierre Sueur, il est incapable de se prononcer sur le fond. Ça n'est pas vrai. Tout le monde sait à peu près les grandes lignes de la réforme, tout le monde sait quelle est la ligne politique qui est menée, les économistes ont tout mis sur la table, on sait quels sont les grands modèles. Mais l'opposition dans ce pays ne travaille pas pour donner un contre-modèle. C'est-à-dire qu'on est dans une forme tribunicienne, on s'oppose parce qu'il faut s'opposer, parce qu'on voit qu'il y a un mouvement social et qu'il serait de bon ton avant les élections municipales de grappiller quelques voix pour montrer qu'on est à l'écoute des mouvements sociaux. Mais où est le cercle d'experts, où est le parti politique qui dit « mais moi je propose un contre-modèle » avec une démarche extrêmement claire? Il n'y en a pas. Parce que l'opposition ne travaille pas dans notre système institutionnel. Parce que les institutions ne le permettent pas de travailler. Elle n'a ni les moyens, ni les ressources expertes, etc. Il y a les partis politiques, il n'y a pas que oui, mais les partis politiques, ils sont dans un tel état de déréliction depuis les élections. Mais ils ont du temps pour travailler. Oui, mais la Ve République n'a pas structuré le fait que l'opposition devait être constructive. Elle a été rejetée dans une fonction tribunicienne et au sein du Parlement, on le voit. Il n'y a pas de statut de l'opposition. Il y a aussi, Florent, il y a aussi un déficit de think tank, malgré tout, en France. Il y en a de très bons, ça s'est plutôt amélioré depuis 10 ans, mais quand même, par rapport à d'autres pays, on n'a pas du tout cette tradition, comme aux États-Unis. Il n'y a pas le système des cabinets fantômes comme au Royaume-Uni, qui doivent et qui font, en principe, ce travail. C'est pour ça que le gouvernement s'en sortira, parce qu'il n'y a pas de contre-modèle. Donc, il pourra imposer son modèle, amodier, minorer, tout ce que l'on voudra, mais ce sera son modèle. Sauf si la rue conteste. Oui. Parce que là, pour le avec quand même un contexte de défiance, défiance vis-à-vis des politiques, pas que du gouvernement, défiance vis-à-vis des politiques, défiance aussi vis-à-vis des syndicats. Ils ont gagné un match la semaine dernière et visiblement un peu plus faible mobilisation aujourd'hui. Mais rappelons-nous, il y a encore quelques mois, c'était des collectifs avec des gilets jaunes où les partenaires sociaux n'ont pas eu la possibilité de finalement gérer ce mouvement. Donc défiance, donc dans un contexte de défiance, c'est quand même compliqué de reprendre la main. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je pense que sur les aspects communication, il y a ce vocabulaire technocratique où personne ne comprend rien. Je veux dire, certains de vos confrères ont été obligés de faire un lexique avec des définitions sur 42 termes qui concernent la réforme des retraites. On n'y comprend plus rien. Et je pense que là, il y avait à mon avis des innovations à faire. On parle de calculettes. On a beaucoup parlé du compte formation. Le gouvernement, avec le temps, de 2 ans pour discuter, de réfléchir sur des calculettes et de proposer aux Français, notamment ceux qui étaient impactés, d'avoir une calculette et que ce ne soit pas Sud qui mette en place des calculettes avec des critères qu'on ne maîtrise pas du tout. Je pense que là, il y avait une belle opportunité d'aligner tout le monde sur se dire, finalement, cette réforme, elle est plus juste que vous l'imaginez. Prenons des éléments factuels. Parce que là, on est sorti complètement
d'éléments factuels. Et puis il est conseillé, ce gouvernement, rappelons cette tribune des économistes, dont on va revoir un extrait. Voilà ce qu'ils nous disent. Nous recommandons premièrement de renoncer aux mesures d'âge et de s'en tenir strictement à une réforme systémique. Deuxièmement, il est urgent de dissiper la méfiance quant à l'évolution de la valeur des points accumulés. Alors, sur cette question du point, très précisément, il nous reste quelques minutes, prenons ce cas concret. Olivia Grégoire, qui était l'invitée de Bonjour chez vous ce matin, elle a été très claire, elle n'a pas du tout manqué de clarté, écoutez. Est-ce que pour vous, il faut inscrire dans la loi le fait que la valeur du point ne baissera pas? Oui, et 3 fois oui. Il faut l'inscrire dans la loi. Il faut plus que ça, et je crois que c'est un engagement d'ailleurs qui a été annoncé hier et qui sera conforté demain, du moins je l'espère, il faut une gouvernance tripartite, c'est-à-dire qu'il faut une gouvernance avec les syndicats. Je souhaite que ça ne soit pas Bercy tout seul, je souhaite que ça ne soit pas le Parlement tout seul, je souhaite que les syndicats soient représentés de façon importante dans cette gouvernance des points, comme c'est déjà le cas sur la retraite des cadres. Nicolas Tenzer, elle a été claire. Oui, enfin, je pense d'ailleurs Olivia Grégoire dit exactement ce que disaient Jean Pisani-Ferry, Aguillon et les autres dans leur tribune du Monde. Hein. C'est-à-dire que mais en même temps, ça crée, il y a une défiance, c'est-à-dire que les gens ne croient plus véritablement à la parole du gouvernement. Et même si vous avez une loi qui, comme elle le propose justement, inscrit cette évolution de la valeur du point, ce n'est pas pour autant que les Français ne vont pas se dire après, oh ben un autre gouvernement va nous faire une entourloupe. Mais peut-être là le problème. Et ça nous ramène à la phrase d'Édouard Philippe. Et là, on a un vrai sujet, c'est-à-dire qu'on n'a plus une confiance à long terme dans les institutions et dans les différents gouvernements. Et ce n'est pas ce gouvernement-ci en particulier, bien sûr. Et cette défiance, elle pollue la réforme, ce qui fait que les Français ne voient plus l'avantage de la réforme. Parce qu'effectivement, on peut, la retraite à points, on peut faire le meilleur et le pire. Les Suédois en ont fait quelque chose de très négatif parce qu'ils ont voulu faire des économies, parce qu'ils ont fait évoluer la valeur du point d'une certaine façon. On peut faire l'inverse. Et c'est ça qu'on n'arrive pas à faire passer. Gérald Darmanin a bien dit sur France 2 la semaine dernière qu'il ne suivrait pas le modèle suédois. Oui, c'est ça. Donc, mais simplement, effectivement. Mais personne ne le croit. Exactement. Assurer que la réforme, on en restera à des fondements équitables et qu'on ne fera pas des économies sur le dos des retraités, ça ne passe pas. Et je reviens à mon propos du début, ça ne passe pas notamment parce que certains ont pollué le débat avec ces histoires d'économie sur cette réforme, alors qu'il aurait fallu dissocier absolument les deux, comme le rappellent les conseillers de Macron. Donc il y a un soupçon d'économie, un soupçon qui pèse sur cette réforme et qui pèsera jusqu'au bout. Et ça ne passe pas parce que le gouvernement n'a pas été installé hier. Parce que ça fait 2 ans et demi que l'on voit la tonalité politique du gouvernement. Et que les choix qui ont été faits en termes de politique sociale, de politique fiscale, ont été extrêmement clairs, dénués d'ambiguïté. Donc aujourd'hui, pourquoi créditer le gouvernement de la recherche d'équité sociale, alors que ses détracteurs, on en est ou on n'en est pas, depuis 2 ans et demi, stigmatisent une politique injuste. Et je ne vais pas vous faire la liste, la litanie des différentes mesures qui ont été prises. ISF, APL, voilà. Et ça n'en est que 2. Mais on pourrait même aller plus loin dans le détail, si vous me permettez en 2 mots. Regardons les budgets des ministères. Vous avez une loi de programmation pour la justice, qui est une loi ambitieuse. Vous avez des premiers arbitrages budgétaires, moins 435 millions d'euros pour le ministère de la Justice, moins 250 millions pour le ministère de l'Intérieur. Comment voulez-vous croire une politique étrangère ambitieuse et avec une diminution régulière depuis 20 ans du budget du Quai d'Orsay. Enfin, ça c'est autre chose. Comment voulez-vous croire que le gouvernement aura une politique volontariste, alors que ses intentions politiques sont claires et que rien ne nous indique que ce deuxième partie du quinquennat soit un quinquennat social, au contraire. Moins d'1 minute pour conclure, François Moreau. Peut-être qu'une des solutions passe par la gouvernance du système et finalement on critique beaucoup le paritarisme, mais ça peut être une belle opportunité de le remettre au goût du jour et de faire en sorte que cette réforme soit portée, soit gouvernée par du paritarisme sur lequel il y aura sûrement moins de défiance que quand le gouvernement s'engage, notamment sur la valeur des points. Je pense que là, ça peut être une belle opportunité de faire revenir le paritarisme dans ce moment critique. Ensuite, on pourra revenir sur la justice sociale, mais en matière notamment de budget, de formation, je pense qu'il y a eu des éléments très clairs qui vont vers ceux qui en ont le plus besoin aussi. Donc, mais sur le paritarisme, on pourrait effectivement nuancer, parce qu'on n'est pas sûr non plus que l'UNEDIC ou la gestion de l'assurance maladie aujourd'hui soit perçue, en tout cas par les Français, comme des modèles. Dommage, comptez m'arrêter sur cette pensée positive, c'est pas grave. Il y a d'autres critiques, mais on aura l'occasion d'en reparler évidemment sur ce même plateau. Merci infiniment en tout cas d'avoir participé au grand débat d'ALPL. Demain, n'oubliez pas Oriane Mancini dans Bonjour chez vous à 7h30. Son invité politique sera Hervé Marseille, sénateur
sénateur Union centriste des Hauts-de-Seine. Très très bonne soirée sur Public Sénat.